Est-ce que vous avez pensé peut-être à des thèmes ou à des sujets qu'on a déjà vus ou d'autres, hein, naturellement hein, je crois que tu as préparé Non, je ne vais pas préparer. Non, non, mais voilà, est-ce que, je sais pas, un truc qui vous tient à cœur Anne-Marie, je ne sais pas la dernière fois. Oui. C'est ce que j'ai noté. On était resté sur l'art d'observer. Oui. Hein, tu te rappelles? Oui. Tout à fait. Ah, on avait fini là-dessus. Oui. D'accord. Enfin, peut-être pas fini, mais... Ah, oui. Voilà. Et donc, il faudrait peut-être... et j'avais envie de rattacher ça à... Parce que qu'est-ce que c'est qu'observer? C'est de voir les choses telles qu'elles sont. Ouais, je te laisse développer. Et de voir, on pourrait le dire aussi, de voir le fait. Les faits tels qu'ils sont. Ouais. Voilà. Est-ce possible? Voilà. Moi, j'interroge tout. Même ça nous paraît évident que pour voir quelque chose, comme on dit, il faut essayer de ne pas avoir de préjugés. Mais est-ce que c'est possible de n'avoir aucun préjugé vraiment et de voir les choses telles qu'elles sont? Voilà, c'est la question. Tu sais, parce que certains disent, il faut faire ça, ou ça doit être comme ça, mais je préfère le mode interrogatif, quoi, tu vois. Et pourquoi l'observation en fait, c'est comment est-ce qu'on perçoit les choses, quoi. Oui. Hein, soi-même compris. Hein, Oui, s'observer soi-même. Oui, s'observer soi-même. Comprendre Intérieurement. Hein? Oui. Observer son fonctionnement, ses pensées, ses émotions, ses réactions. Ouais. Comment on fonctionne. Comment tu... Donc je suis en train de me dire que ça demande de la distance. De la distance. Je dirais de sortir de se sortir du moi, enfin, du personnage. Là, tu parles quand on s'observe soi-même. Quand on s'observe soi-même, et que de toute façon, il faut, me semble-t-il, passer par s'observer soi-même pour pouvoir observer les choses d'une manière plus... Il y a un lien. Nouvelle, on va dire. C'est sûr, je pense que... oui, tu as raison. Pour pouvoir observer l'extérieur correctement, entre guillemets, hein, c'est-à-dire sans a priori, il faut déjà avoir compris qu'on a des a priori, donc s'être observé soi-même. C'est un peu ça que je veux dire. Il faut avoir fait le ménage, quoi. Hein, entre parenthèses. Oui, parce que moi j'allais faire une remarque différente, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que il me semble qu'en général, ça nous paraît plus simple d'observer l'extérieur que l'intérieur. Quand quelqu'un dit on peut regarder un arbre sans penser, ça paraît étrange mais pas impossible. Mais quand on dit oui, mais on peut observer le mouvement de la pensée, le mouvement de notre esprit, sans penser aussi. Voilà, ça paraît plus surréaliste. Enfin, c'est moins évident. Oui. Alors que c'est peut-être le commencement du travail se fait là. Enfin, ce qu'on vient de dire, toi. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que les gens ne se penchent pas trop là-dessus. Parce que ça paraît exotique, pas facile. Regarder un arbre, regarder une plante, un animal, sans le penser, oui, ça doit être possible. C'est moins perturbant. Est-ce qu'on peut s'observer soi-même sans penser je crois que c'est baroque pour les gens, ça leur évoque rien, en fait. Tu vois. Observer un être humain, tout ce qui est extérieur, observer un ami sans a priori, par exemple, ou un voisin, ça paraît possible, ça ne nous gêne pas. Tu vois. Mais je ne sais pas comment ça se fait que ça nous paraît bizarre.
s'observer soi-même, ça paraît plus... pourquoi ça paraît plus difficile? Toi, j'essaie Ouais. il y a une différence d'approche. L'un, ça nous... Bon, pourquoi pas, mais l'autre, ça nous paraît difficile, et ça sous-entend presque impossible. Enfin, toi, Oui. en arrière-plan. Et pourquoi on a ce... Ça, c'est un méga a priori. Celui-là, on le questionne rarement. Tu vois, parce que ça paraît pas réel, je sais pas. L'extérieur, ce sont des objets, quoi. On peut les Voilà. être en contact, on peut les toucher, on peut... Ils sont plus visibles, oui. Ouais, mais enfin, quand on est en colère ou quand on est joyeux, enfin, c'est concret, quoi, je veux dire, en nous. Oui, mais on est pris dedans. On n'a pas de recul, on est pris dans la colère, on est pris dans la... Oui, mais elle est Donc, pourquoi tu parles de recul? parce qu'on ne le voit pas. Quand on est pris dans la colère... On le sait. On le sait, je sais pas. Hein, si... Enfin, disons que ça sort comme ça. C'est automatique. Il y a presque un automatisme. La Oui, colère oui. sort. Alors on peut la voir au bout d'un moment, oui. En général, c'est une fois que c'est fini, on dit oh là là, j'aurais pas dû. Mais Voilà. après coup, C'est mais après coup, c'est fini. Oui. Là, c'est parler d'une chose qui n'existe plus. Mais quand on est en colère, par exemple, on est dedans. Oui. On est la On colère. on est la colère, on se Ouais. remet pas en colère. Ah, je sais pas comment. Très peu, très rarement. Ouais, Mais il n'y a pas de distance. On va Ouais. creuser le truc de la distance, parce que, en général, on prend un sentiment positif. Là, c'était négatif, la colère. Quand on est heureux, quand on est joyeux ou quand on est amoureux, on peut en être conscient ou pas, mais en tout cas, là, on ne se pose pas la question de la distance. Bah non, mais bah, on est, notre moi est content. Enfin, Oui, ça oui. ne pose pas de problème, quoi. Oui, Voilà. C'est- oui, il est content parce qu'il ne repousse pas ça. Voilà. Au Ouais. contraire, il préférait en avoir plus. Oui. Mais quand on est alors, en colère ou violent, ou je sais pas, enfin des sentiments négatifs, la morale nous a dit que c'était pas bien. Je fais un écart. Oui. Hein, la morale, la religion, la société, tout le monde nous dit que c'est pas bien. Et comment on voudrait le maîtriser ou le supprimer ou le canaliser. Enfin voilà, cette chose n'est pas correcte, donc on veut intervenir dessus. Oui, on va s'en séparer. Et je pense que c'est... Est-ce que c'est pas là qu'on crée de la distance? J'inverse la proposition que tu as faite. Quand je suis heureux, ça ne me pose pas de problème, donc j'ai pas de distance, je suis à fond dans ça. Oui, mais on peut aussi prendre de la distance en étant heureux, en se disant Je suis heureux. je le constate, quoi. Enfin, je le vois, Oui, attends, Ah, tout à fait. Non, non, est-ce que ça c'est de la distance ou c'est de la prise de conscience? Ah oui, la prise de conscience. Ça n'annule Ouais. pas le bonheur. Ah non, non. Non, ça le fait vivre, ça le fait vivre. Voilà, tu le verbalises ou on se le dit à nous-mêmes. Parce qu'en fait, on en est conscient. Oui. Tout d'un coup, on s'en rend compte, mais qu'est-ce qu'on est bien là? Oui. On est conscient de la chose. Mm. Mais je m'interroge, hein. Je ne pense pas qu'on met de la distance en disant ça. Au contraire, on constate qu'on est ça et on est content de l'être et nos problèmes. Oui, on ne veut pas s'en séparer. Alors que si on est en colère, La distance, on voudrait ne pas y l'être. échapper. Voilà, Y échapper. Là, c'est un peu différent, je pense. Hein. Bon, je peux me tromper. Hein. Mais dans les aspects jugés négatifs, on veut s'en séparer, prendre de la distance, parce que ça sous-entendrait que donc je ne suis pas à 100% la colère et donc je peux faire quelque chose dessus.
Si je suis 100% la colère, et, ben, je suis la colère et je ne peux rien y faire. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Si on se distance de quelque chose, c'est qu'on n'est pas cette chose. Ouais, On n'est pas entièrement. Ouais. Il y a une partie de nous, mais il y a un observateur qui dit être extérieur à la colère, inconsciemment. Hein, et avec les trucs positifs, on ne dit pas ça. Hein, enfin, on ne le vit pas comme ça. Oui. Est-ce que la distance vis-à-vis de la colère, de la violence et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un élément de peur? De peur de la colère, peur de se laisser emporter par la colère, peur de devenir très très violent, de commettre un acte grave, une crainte de se laisser déborder par tout ça. Parce qu'il y a la morale, mais après il y a ce qu'on a dans les tripes, quoi. Je veux dire, au-delà de la morale de la société. Je sais pas. Moi, la colère, c'est un truc qui me parle. Plus oui, c'est un peu excessif. Peur, moi, c'est plus la peur, par exemple. Voilà, la peur, ouais. Qui va me parler. Où il y a des moments où je me vois dans des ports irraisonnés, où je me dis, voilà, tu as l'esprit qui... Enfin, moi j'ai l'esprit qui fait des films et tout ça. Et puis, du coup, quand je m'observe, me semble-t-il, dans ces situations-là, enfin, moi ce que j'appelle le recul, enfin ce recul-là, en disant, non, tu te fais emporter par ton mental. Ouais. Là maintenant, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, quoi. Ouais. Pour toi, c'est ça, prendre de la distance un peu, c'est ce que tu disais, oui, ça correspond à ça. Oui, ça correspond à ça. Ouais. Ouais. Après, c'est le vocabulaire. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est bien. On explique le vocabulaire. Voilà, non, mais c'est pour ça que c'est bien. Qu'est-ce que veut dire un tel et un tel avec ces mots, quoi. Bah, rien que le fait d'observer, de se voir dans cette situation, moi, je trouve que ça dédramatise. Ça dédramatise, et puis du coup, ça amène à une autre position, quoi. Enfin, à voir, à dédramatiser, à se dire non, mais attends, c'est bon, arrête. On n'alimente pas ton truc, quoi. On met pas une bûche dans le feu, quoi, en permanence. Voilà, oui. C'est amusant que tu mettes. Alors bon, c'est une histoire de vocabulaire. Hein. Moi, je dirais de nouveau, c'est prise de conscience, là. Oui, de fait, c'est une prise de conscience. Tu te rends compte que... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, tu vois, oui. Pour moi, c'est vraiment de plus laisser embarquer dans le truc, dans la peur, la crainte, le machin, etc. Enfin, cet exemple. Et puis, du coup, d'avoir cette prise de conscience, de l'observer, de se dire non mais c'est bon. Et, de briser la mécanique. La mécanique, temps mort, quoi. Mais oui, mais regarde, puisque tu arrives, on en avait déjà parlé, puisque donc tu as, en fait, par cette prise de conscience, tu n'alimentes plus la machine et la peur, elle se calme d'elle-même, et voilà, tu passes à autre chose, quoi. Oui. Je crois que quand quelqu'un qui aurait peur de la peur, qui ferait pas comme ça, qui verrait qu'il a peur, et il a peur de la peur, il n'arrive pas à calmer ce sentiment. Lui, pour cette personne qui serait complètement dominée par la peur et la peur de la peur, pour faire quelque chose à ça, ce serait qu'il faudrait à tout prix qu'elle prenne de la distance en se distrayant, en faisant autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Pour se détourner. Le problème existe, mais je veux m'en détourner. Toi, c'est pour ça que je dis, c'est pas... Oui, on ne met pas les mêmes choses derrière. Voilà, il y a par exemple, les religieux, voilà, je sais pas, il y a le problème sexuel,
ils ont inventé l'abstinence pour essayer de ne plus y penser. Mais ce n'est pas une prise de conscience, c'est le refus. Oui. C'est le refus de ça et il faut qu'on fasse autre chose. Oui, ne regarde pas en face. Il n'y a pas d'intelligence ou de compréhension. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En général, il y a les deux cas de figure. On peut prendre conscience des choses, naturellement, sinon ce serait compliqué. Ou alors, le principal moteur du recul et de l'éloignement, c'est la peur qui nous fait qu'on lutte. Là, tu luttes pas quand tu prends conscience d'une chose. Ah ben non, au contraire. Au contraire, oui, tu t'en fais pas un problème. Tu arrêtes de lutter, même. Tu luttes pas, là. Non. Je pense pas. Non. Tu dis que quelle blague, cette peur, pourquoi? Oui, voilà, ça se dissout. Enfin, ça se dissout, si on peut dire ça. Ça se calme. Ça se calme, quoi, ouais. Comment tu vois ça, Anne-Marie? C'est un peu compliqué, non? On se trompe, là? Ou c'est pas tout à fait... Peut-être on est hors sujet, ou pas? Relier ça à l'observation, alors. Oui, il faut relier ça à l'observation. Donc c'est un type d'observation, par exemple, voilà. La prise de conscience qu'elle est prise. De la peur. Oui, il n'y a pas toujours prise de conscience. Non, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs choses, plusieurs manières de... Il n'y a pas toujours prise de conscience, on n'est pas toujours là. Ah oui, des fois on rate. Oui, ça ne marche pas tous les coups. Ça ne marche pas tous les coups, et quand ça ne marche pas, eh bien on a quand même tendance à se dire, bon allez, à mettre ça de côté. Et c'est vrai, à faire autre chose, à passer à autre chose. Donc finalement, ça reste là, ça n'a pas été vraiment vu, clairement. Et donc, ça ressortira à un moment... Là, tu parles de choses psychologiques. Là. Oui. Ah oui, je parle de psychologie, oui. Oui, parce que c'est pas vu. C'est pas vu clairement. C'est pas amené à la conscience, donc du coup... Donc ça reste. Ça reste. Et ça reviendra. Et ça reviendra sous une forme ou une autre. Voilà. Mais ça s'exprimera. Oui. Ça s'exprimera, oui. Ouais. Il y a un côté vivant de ça, je trouve. Un côté vivant. Quand quelque chose reste. Ouais. Vivant dans le sens où... ouais, ça a sa propre vie. Oui, ça a sa propre vie, et à un moment donné, ça ressort, tu sais pas pourquoi. Enfin bon, après, si tu te creuses la tête, tu peux trouver des trucs, mais voilà. Mais bon. Oui, mais c'est intéressant. Ça reste, mais ça continue à bouger. C'est ça. Voilà. On a mis un mouchoir dessus, mais le truc, il est là, il fait ce qu'il doit faire ou ce qu'il a à faire. Oui. C'est ça, il continue, puis même il grossit peut-être. Oui, en plus. Oui. Il vit. Je ne sais pas s'il prend plus de puissance, moi je n'en sais rien. C'est vivant. C'est vivant, ça c'est ce côté-là. Oui, on sait bien qu'on a une obsession, de temps en temps on dit bah non c'est fini cette obsession, puis 2 jours après, oh là là, ouais ça me plaît, ouais, j'ai une collection. Et c'est là, c'est sous-jacent. Mais... Alors d'accord, donc parfois on peut prendre conscience et parfois non. Oui. C'est simple. Hein. Donc quand on prend conscience, bon voilà, il n'y a pas de grands soucis avec ça. Hein. Alors moi j'ai envie, comment est-ce qu'on sait qu'on ne prend pas conscience? Parce que là on a conscience, on n'a pas conscience. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'a pas conscience? On le sent. Peut-être qu'on sent un malaise. Dans le sens que quelque chose n'est pas réglé. On sent que, bon, on n'a pas réglé, oui. Et puis qu'on n'a pas envie de le régler.
Ça c'est commentaire. Attends. Une chose à la fois. Non. Il y a... Oui, vas-y. Mais est-ce que c'est pas déjà une prise de conscience de sentir le malaise? De ce? De sentir le malaise, est-ce que c'est pas déjà une prise de conscience? C'est-à-dire que ta question c'était... Comment est-ce qu'on sait qu'on n'a pas pris conscience? Pas pris conscience, c'est ça. Mais on sait. Vas-y. Enfin, si. Je ne sais pas, oui. On a dit on ne sait pas parce qu'on est tellement dans la. En fait, c'est ça. Dans le brouillard que de toute façon, on est dans la colère, on est dans la peur, on est dans je sais pas quoi, la jalousie, la joie, bref, peu importe. Mais on est dedans quoi. Mais en définitive, on n'en a pas la conscience. Oui. Et c'est à un moment donné où on a le tilt, où on se dit oula. Oui, mais quand on dit j'ai pas conscience des choses, parce que c'est ambigu ça. Dire je n'ai pas conscience, ça veut dire qu'on est conscient de ne pas être conscient. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Enfin, toi, c'est pas clair, c'est pas clair quand même. Parce que si je viens de me rendre compte que je ne suis pas conscient, ça c'est de la conscience. Oui. Alors de quoi on parle quand on dit je ne suis pas conscient? Est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas conscient ou c'est juste une phrase qu'on dit? Est-ce que c'est quelque chose de vivant ou c'est juste, on dit une phrase quand on dit je suis heureux, mais une phrase qui n'a pas tellement de sens? Se rendre compte qu'on est inattentif, c'est devenir attentif. Et oui. Oui, et l'observation, c'est pareil. Mais oui, c'est le même système. Donc, en fait, moi, je pense qu'on est conscient de plein de choses. Mais on attend trop de ces prises de conscience. On est conscient qu'on n'est pas conscient, d'accord? C'est une prise de conscience. Oui. Mais de cette prise de conscience, on voudrait qu'il y ait des trucs énormes qui se passent, que ma vie soit réglée, que j'ai plus de problèmes, que... On attend trop, on met trop d'espoir dans ces prises de conscience. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On attend trop de résultats. On cherche du résultat. Alors, dans les prises de conscience tranquilles, en fait, on prend juste conscience, l'exemple, que la peur n'a pas de raison d'être. En fait, dans ce truc-là, on ne cherche pas la fin de la peur. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ça ne sert à rien, ce truc-là. Oui, ça tombe naturellement. Voilà, on le fait finir. On ne désire pas la fin. Je ne sais pas si tu vois ce que j'essaye de dire. On cherche pas à l'anéantir. Voilà, on ne pense pas à comment finir, on le fait finir. On fait une action, on ne pense pas. On a trop de projections, de projets. Et ces projets, on fait ce qu'on veut, hein, mais ils nous empêchent peut-être d'être dans l'action. Voilà, je viens de me rendre compte que je n'étais pas conscient des choses. Mais c'est très bien. Est-ce qu'on ne peut pas rester quelques instants dans cette prise de conscience? Et après, si on dit « Ah oui, mais c'est parce que j'en ai pas vraiment envie », se rendre compte que prendre conscience de cette phrase, en fait, qui n'a pas tellement de... on peut le dire, mais ça n'a pas tellement de sens. Dans le truc des prises de conscience, je pense que c'est amusant ce terme qu'on emploie, que ce qui compte, c'est prendre conscience de ce qui se passe réellement, d'instant en instant, pas de ce que je voudrais prendre conscience d'un truc X, Y. L'observation, l'observation, est-ce que l'observation choisit? Non. Là, on revient, je fais un petit tête à queue. Si, quand l'observation choisit, si elle choisit, ça veut dire qu'il y a un truc qui mérite plus d'être observé qu'un autre. Et donc on commence à faire une hiérarchie dans le réel.
Et pourquoi est-ce qu'un élément nous paraît plus intéressant qu'un autre? Qui a dit ça? Qui a dit que la rose était plus belle que la tulipe, ou que le moineau est plus beau que le rossignol, ou inversement? Si on choisit, quand on choisit, je pense que c'est déjà dans l'esprit où on a comparé et on a mis une espèce de hiérarchie dans ce qui vaut le coup d'être vu ou d'être vécu et ce qui ne vaut pas le coup d'être vécu. Non, il y a un présupposé. Donc pour moi, c'est plus de l'observation. Puisque on observe ce qui nous intéresse. C'est pas objectif. Non, et puis si tu veux, en observant ce qui nous intéresse, on va sans cesse nourrir l'intérêt pour certaines choses. Et cet intérêt va être, chaque jour, on va rajouter, ah oui, j'ai vraiment bien vu cet animal. On va devenir spécialiste de quelque chose. Et le cerveau est un peu étrange, je trouve, à ce niveau-là. Quand on est obsédé par quelque chose, on voit cette chose partout. Alors qu'il y a plein d'autres choses. Oui. Tu vois, je sais pas, quand on est obsédé par... quand on a une panne de voiture, un phare qui ne marche pas. Je sais pas si tu as remarqué, au bout de 2 jours, tu vois tout. Quand il y a une voiture qui a un phare qui ne marche pas, tu la vois. D'accord. Alors qu'elle y était avant, tu ne la voyais jamais. Cette préoccupation fait que... Ça focalise. Ça fait ressortir quelque chose qui existait déjà. Tu as l'impression qu'il y en a... c'est dingue quand même, qu'est-ce qui se passe là? Et quand on est tracassé par quelque chose, ça fausse notre observation, je pense vraiment. Ça nous... Oui, ça fausse l'observation. L'observation n'a pas de... Elle est fragmentée. Voilà, elle perd la vision... Elle perd la globalité. Voilà, c'est ça, la vision, on pourrait dire entre guillemets générale, globale, oui, c'est plus joli, global. Donc, déjà, on peut s'interroger, on peut s'en rendre compte. Dire qu'on veut, voilà, si on est un artiste, on va regarder toujours avec son œil d'artiste qui veut faire des peintures à l'huile, des aquarelles. Le poète, lui, pense à un poème. À la grande librairie récemment, je ne me rappelle pas cet auteur qui est vraiment sympa, il parlait de ça à un moment donné, il dit moi quand je lis des choses, c'est vrai que j'ai très souvent les références de tels classiques qui me viennent à l'esprit, tiens, moi je lis la même chose que Flaubert. Il dit voilà, c'est une mécanique, et il dit ben, je sais que c'est absurde parce qu'en fait ça me coupe de l'événement lui-même, puisque je commente. Et donc même cet intellectuel-là, mais tu vois, alors là on va dire autre chose, sa prise de conscience, il est conscient qu'il fait des références intellectuelles, mais cette prise de conscience ne l'a pas fait finir. Il continue. Il n'en fait pas un problème, mais il continue. Je veux dire, ça n'a pas créé autre chose. Ça n'a pas créé... Toi, ça pose pas de problème. Non, mais je veux faire une distinction. Toi, par exemple, toi, la peur, tu as réussi, c'est pas le bon mot. La peur s'est amenuisée, a été plus légère. Donc il y a eu une action sur ce mouvement de la peur, une espèce de compréhension. Au-delà de la prise de conscience, on va dire, il y a eu un élément de compréhension. Oui, qui a amené... Qui fait qu'elle s'est amenuisée, qu'elle est partie, même si c'est pas pour toujours, on s'en fout. Mais dans le cas de ce monsieur, il le trouvait un peu dommage d'être pris dans ce circuit de référence littéraire. Il dit, voilà, c'est vrai que je ne suis pas dans l'action, mais cette prise de conscience, elle n'a pas amoindri la chose, c'est ça que je veux... Il le reconnaît que c'est comme un peu un filtre. Non, je prends son exemple, il dit, oui, c'est vrai que c'est dommage, en fait, parce que ça me coupe certainement de la présence au réel, voilà. Mais cette prise de conscience... Il y a différents degrés de prise de conscience, je pense. Il y en a qui font que les choses s'apaisent, et il y en a qui font qu'on est conscient de la chose, mais cette chose continue. Et c'est pas un souci.
Parce que là, c'est pas très grave, on s'en fout, on peut citer Flaubert ou Victor Hugo ou autre, mais dans d'autres cas où là on a peut-être plus de vrais problèmes ou des choses à régler, il y a, si tu veux ce que je veux dire, dans l'observation, si l'observation prend conscience d'un dysfonctionnement, on va dire ça comme ça, de l'esprit, si ça ne met pas fin au dysfonctionnement, ça ne sert à rien. Et donc la question qu'on peut se poser, est-ce qu'une observation dans le sens où on dit véritable, qui voit les choses telles qu'elles sont, est-ce que dans ces cas-là, ça met fin à un dysfonctionnement? Sinon, sinon ça ne sert pas. Sinon, voilà, on dysfonctionne et puis point barre, quoi. Est-ce que l'observation peut nous libérer, voilà, de ce qu'il y a, un arbre, il n'y a pas de souci, hein, dans la nature, il n'y a pas de souci. Donc, là, ce qui est bien, c'est qu'est-ce qui déclenche l'observation. Anne-Marie, elle parlait de malaise. Par exemple, le fait de sentir, de ne pas se sentir bien, de se dire, oula, ça va pas, et il doit y avoir il y a un truc quelque part, il y a un loup quelque part, donc ça amène à observer. Alors, on peut voir qu'on est en malaise parce qu'on est contrarié, parce qu'on a peur de ceci, parce que, etc. quoi. Et on me dit, mais c'est quoi notre signal d'alarme, quoi, et qui nous amène du coup à observer. Oui, moi je pense que tu as raison, hein, oui, c'est un sentiment un peu de souffrance, de malaise ou de mal-être, mais l'observation, parce que c'est trop facile de dire oui, ben, pour observer, il faut être sans pensée, sans mémoire, et être un avec le fait, et là on voit ce qui est. Bon, ça c'est des slogans, on en fait tous les jours. Non mais c'est vrai, ces phrases qui existent, qu'est-ce qui se passe, comment on vit. Parce comment on vit ça, ça c'est comme un nouveau slogan, quoi. Avant on disait il faut prier Dieu, il exaucera vos prières, c'était un slogan, là on invente des nouveaux, quoi. Alors revenons à un truc peut-être plus simple. En général, on observe, comment est-ce que, voilà, j'observe, et dehors il y a un arbre, comment est-ce que je sais que c'est un arbre? Là je reviens à un truc basique, hein. Je sais que c'est un arbre parce que j'ai déjà, dans mon cerveau, dans mon esprit, des informations sur ce qu'est un arbre. Donc, dans la réalité, je ne vois pas l'arbre, je le reconnais. Oui, je le reconnais. Parce que j'ai des informations. Donc ça déjà, alors ça pose pas de problème, hein, mais on fonctionne comme ça. La plupart des choses, on les reconnaît, parce que on va pas à chaque fois se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette plante? C'est quoi ça? Ah, mais c'est des branches, mais on va pas passer 3 heures à comprendre que c'est un... Donc ça nous aide à vivre, et c'est très bien, mais c'est pas de l'observation. La manière dont on regarde, en fait, c'est pas de l'observation. C'est lié, c'est un travail mémoriel qui est utile, mais c'est pas de l'observation. Donc, toi déjà, je reviens à un truc plus simple. Donc, nous, c'est parce qu'on a lu ou on a entendu quelqu'un qui nous dit, mais vous savez, il existe de l'observation sans pensée. C'est pour ça qu'on en parle. Parce que quelqu'un a parlé de ça, ça nous paraît plein de promesses, plein de trucs, mais en fait on ne sait pas ce que c'est. Non. Alors, par exemple, quand on dit oui, c'est vrai, un arbre, en fait on le reconnaît, c'est un travail mémoriel. Le contact sensitif, il y a les nerfs qui envoient une information, et le cerveau va chercher ce qui correspond, et l'image correspond à l'objet, et on dit c'est un arbre.
est-ce que ce qu'on vient d'expliquer, est-ce qu'on l'observe en ce moment? Ce qu'on vient de dire là. Est-ce qu'on l'observe? Est-ce que c'est vivant, ce qu'on vient de dire là? Le fait de reconnaître. Oui, il y a l'information, le stimuli qui va dans les sens, visuel et autres. Hein. Ce stimuli nerveux, il arrive dans le cerveau va chercher ce qui correspond à l'arbre, une image, il dit oui, c'est un arbre. Oui. Quand on entend ça pour la première fois, parce que là c'est peut-être pas la première fois qu'on l'entend, quand on entend ça pour la première fois, je pense que c'est une prise de conscience. On se dit, ah bon, mais ça fonctionne comme ça. Ouais. Et ça, c'est de l'observation. Et on vient d'observer l'esprit. Ouais. Donc, Oui, Comment fonctionne l'esprit. oui, mais si on, je pense que si on le fait vraiment, quand on a ça pour la première fois, que si ça nous saute aux yeux, c'est pas comment on voit le fonctionnement de l'esprit en direct. c'est ça. On le voit. Ouais, Je sais pas si tu vois ce que je... Parce que c'est pas évident de voir l'esprit, alors j'essaye de trouver des manières de... parce que c'est très étrange, hein, les neurones, le cerveau, presque pour chaque objet, il y a un groupe de neurones qui sont connectés de manière souple et qui correspondent, pour une chaise, tu as un groupe de neurones agencés, pour une table, tu as un autre groupe de neurones, mais tout ça n'est pas rigide. Pour chaque objet, il y a un souvenir en 3D dans le cerveau neuronal. Et c'est ça la reconnaissance. Si on n'avait pas cet objet en 3D, on ne reconnaîtrait pas les choses. Donc ça, c'est... on fonctionne comme ça au quotidien, mais je crois que pour la connaissance de soi, pour découvrir l'observation, et ben justement, on doit aller au-delà de ça, ou faire de manière différente, sans dire c'est mal ou c'est pas bien, mais découvrir une autre manière de faire fonctionner l'esprit, tout simplement, sans utiliser le bagage mémoriel, sans utiliser la mémoire et les souvenirs, et donc les comparaisons. On compare parce qu'on a un souvenir, donc voilà, oui, là... alors, donc si on ne veut pas comparer, si on évite de comparer, on sent que c'est un peu stupide, donc quand on a... Regarde, c'est tout à fait ça. Quand on a un sentiment qui nous envahit, une énergie, un sentiment, une émotion, on va le nommer assez rapidement. On va dire, bon, c'est la colère, la joie, la tristesse, tout ça. Mais ce mot, le mot, pas l'énergie, le mot qu'on met dessus, vient de notre bagage mémoriel, et c'est juste une étiquette, mais qui ne me permet pas de comprendre. Ça me permet d'identifier, mais je ne comprends pas. Je peux mettre le mot sur l'arbre, dire, voilà, c'est le chêne, mais je ne sais rien du chêne, j'ai juste un mot qui vient de psychologues ou d'autres. Donc, est-ce nécessaire de nommer, de vouloir identifier? Qu'est-ce que c'est de la colère, de la jalousie, tu sais, ce genre de... Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je pense qu'on s'éloigne déjà un petit peu de l'émotion, du sentiment, enfin, de ce qui nous travaille. Toi, en voulant le nommer, on est déjà allé chercher dans la mémoire presque une explication. Presque une explication, hein, c'est pas tout à fait, mais... Et en fait, là où on s'éloigne déjà, on commence à s'éloigner de l'observation de l'énergie vraie, et donc peut-être on peut essayer, pas toujours, parfois, de temps en temps, de ne pas définir, de ne pas nommer, de ne pas mettre un mot, parce que si tu ne mets pas le mot, par exemple, colère, tu n'auras pas les autres mots qu'il ne faudrait pas. Parce que ce mot, il a une certaine connotation qui va entraîner d'autres attitudes, d'autres mots,
Et là, la pensée s'emballe et on est parti, on est pris dans tout ça. Donc, je pense que c'est faisable. Enfin, il faut le tester. Mais je pense que c'est... Quand on regarde vraiment quelque chose et que c'est cette chose qui nous intéresse, qu'elle nous subjugue, qu'elle nous intéresse, en fait, comment... Si c'est cette chose qui nous intéresse, donc ce n'est pas mon ressenti de la chose qui m'intéresse, c'est la chose. Il y a la chose et mon ressenti, mon émotion. Mon émotion parle de ma réaction par rapport à la chose. Elle parle de moi, elle ne parle pas de la chose. Hein? Et donc si c'est le sujet d'observation qui compte véritablement, en fait on s'oublie dans l'observation. On est suspendu, les pensées sont... Tout ça est suspendu. Et je pense que si ça a vraiment lieu, donc on n'a plus aucune définition humaine concernant ce qu'on regarde. Ce n'est ni bien, ni mal, ni joyeux, ni j'en sais rien. Ni mieux que, ni moins bien que. Voilà. Tout ça, c'est mis de côté. Le mot vie n'est pas la vie. Hein, donc on met le mot vie de côté et on regarde la vie véritablement. Et zut, là je viens de perdre le fil. Flûte. Donc toutes ces définitions humaines sont mises de côté. Oui, et devant moi, en fait c'est un mystère, je ne sais pas ce que c'est. C'est un mystère. Tu te rends compte, voir un arbre ou une plante, sans mettre aucune définition botanique ou les poèmes, enfin, tout ça. Hein, tout le reste, tout le bazar, qui a son intérêt, mais ce n'est pas le sujet. Hein, donc devant moi, je ne peux même plus dire que c'est la colère. Je reviens à ça. Je ne sais pas, c'est une énergie, c'est... voilà. Donc, je pense que on n'intervient pratiquement pas, et donc la chose a sa propre vie, on revient à sa propre vie. Et pour moi, c'est très clair, dans la vie, rien ne dure. C'est la seule loi, hein, tout change dans la vie. Je veux dire, on peut discuter de plein de choses, mais le changement, je veux dire, c'est la règle fondamentale, et donc cette chose va finir. Qu'elle soit positive, négative, c'est pas le sujet. Elle va finir à un moment donné. Et donc, peut-être qu'on est trop interventionniste, qu'on veut trop agir à ce niveau-là. Puisque si l'esprit est conditionné, en voulant agir, il ne va pas se déconditionner. Il renforce le conditionnement. Parce que on nomme. Il y a le fait de nommer, mais il y a le fait aussi d'aller rechercher les causes. Oui, c'est pareil. Le côté psychologique, c'est la même chose. Quand tu fais un travail chez un psy et tout ça, ben voilà, t'es pas bien, t'as peur ou t'as de la colère. Du coup, c'est oui, parce que quand t'avais 5 ans, il t'est arrivé. Enfin bon, voilà. Mais est-ce que c'est correct tout ça non, enfin moi je me dis que non. Ça, il y a un exemple très simple, les causes, chercher les causes dans le passé, c'est les traumas. Hein, c'est classique, on dit, voilà, tu as vécu une expérience traumatisante, tu la portes et de temps en temps ça ressort. Donc on va rechercher la cause. Ça peut faire du bien à l'ego à un moment donné, quoi. Peut-être pour certaines personnes c'est ok, ça pour peut d'autres débloquer, beaucoup moins, mais vous connaissez l'histoire, je peux vous l'ai raconté plein de fois. Hein. Il y a un gars en Inde, il reçoit une flèche empoisonnée, je vous l'ai raconté cette histoire. En Inde ancienne, c'est quand les gens tiraient encore à l'arc, dans un village, il y a un gars, il reçoit une flèche dans le corps que quelqu'un a tiré, puis c'est une flèche empoisonnée, hein. À l'époque il n'y a que ça. Donc tous ses amis, sa famille arrive, veut lui enlever la flèche, et le gars il dit attends, non, vous ne touchez pas la flèche, je veux savoir qui a tiré, est-ce que ma famille l'a offensé, est-ce que je lui ai mal parlé, est-ce que,
Et le gars, il tombe, il est mort. Ben oui. Ce qui compte, c'est pas chercher la cause, c'est enlever le mal, finir le mal. Et l'histoire des causes, c'est pas parce qu'on va avoir on va nous dire ça, c'est la cause de ça, que la chose va finir. C'est un a priori. C'est pas un acte, c'est pas une action, ça. Non, c'est pas une action qui résout. C'est plein de mots qu'on met à la queue leu et on en tire une histoire en disant voilà, il faut faire de la psychothérapie ou autre et ça va vous libérer. Alors ça peut soigner, ça peut aider, mais pas libérer. Oui, voilà. Je fais la différence. Non, mais après le discours, voilà, la pensée. C'est du verbe, hein, on se parle dans la tête. Hein, la pensée, c'est un mot. Donc on peut, énormément se parler sans arrêt. Hein. Mais là, je pense que dans l'observation véritable, quand l'attention elle est totalement portée vers quelque chose, si c'est vrai, si c'est cette chose qui compte, ben, on s'oublie soi-même dans un immense silence, parce qu'on a... Si c'est l'extérieur, on n'a pas de commentaire. Sinon, il y a... Donc, pour moi, c'est assez simple, hein, entre guillemets. Hein. Donc, on n'utilise pas ses pensées, et la mémoire et tout ça. Donc, notre fonctionnement habituel, qui est la pensée, la mémoire, blablabla, ça, c'est suspendu. Et donc, il y a un silence, et on a évoqué ça l'autre fois, ça me revient, et on devient immobile intérieurement. L'immobilité, ça gêne plein de gens. Mais si on n'a pas comme cette immense immobilité, il y a quelque chose qui nous échappe. Un silence immobile énorme, énorme. Allez, et je reviens. Et donc, en face de moi, ce que j'observe est un mystère, et je me suis oublié moi-même, je ne sais plus qui je suis, mais je ne suis pas perdu, mais je ne me définis pas. Et donc le mystère est aussi chez l'observateur. La chose observée, c'est le mystère, et celui qu'observe aussi. Et y a-t-il une distance, là? Oui, il n'y a plus de distance puisqu'il n'y a plus quelqu'un qui... on est observe. Ce qu'on observe. Mais tu vois, donc, là, c'est pas de l'ordre du mental, hein, parce que le mental, c'est la pensée, la mémoire et tout ça. En fait, là, c'est la dimension, entre guillemets, spirituelle. Là, c'est... on est un peu ailleurs, enfin, beaucoup ailleurs. Enfin, c'est pas le mental est suspendu, il est mis de côté, il a sa raison d'être, tout ça. Hein. Mais on découvre autre chose. Alors c'est vrai que pour l'extérieur, si on observe une plante, un animal ou un coucher de soleil, là il n'y a pas de dysfonctionnement à résoudre. Donc on a juste cette union, ce sentiment d'union avec... oui, c'est plus facile, oui. Ouais, je veux dire, c'est... Disons que là, il n'y a pas de choses à résoudre. Hein. Hein, je veux dire, là il y a un sentiment d'unité, voire de beauté, très fort. Hein, ça se fait. Hein, ça se fait. Voilà. Mais ça, c'est pas ça qui déconditionne. Puisque là, on ne se déconditionne pas. On a un sentiment de... C'est un peu une extase, hein, un sentiment extraordinaire d'infini. Mais dans l'esprit, il n'y a pas eu la fin de quelque chose. Donc, alors si on peut, je pense que c'est possible de découvrir cette observation avec l'extérieur, ce type d'observation, de le vivre, découvrir cet immense silence. Et si on a compris que le choix est stupide, de temps en temps, on peut essayer d'avoir cette même observation vis-à-vis de soi-même. Sans choix, en fait.
Parce que ça, c'est pas, on ne le vit pas 100% 24 heures sur 24. C'est de temps en temps. Donc, de temps en temps, on peut regarder une rose. De temps en temps, on peut regarder son esprit. De temps en temps, il y aura la pensée. On n'en fait pas un problème. Et de temps en temps, peut-être cette observation peut se porter sur la peur ou la jalousie ou sur ce qu'on appelle, entre guillemets, les dysfonctionnements. Et là, c'est très... Je pense que là, c'est très différent. On comprend mieux en faisant toujours des images avec l'extérieur. J'en reviens à ça. L'extérieur, si on a cette observation tranquille, donc on est sur un chemin, ça m'est arrivé en montagne, hein, et à quelques mètres, il y a une vipère. Moi, je ne l'avais pas vue, hein, j'étais avec une dame qui l'a vue, moi je ne l'avais pas vue. Et bien en fait, on s'écarte. On ne se pose pas la question, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On s'assoit, mais qu'est-ce qu'on fait de ce serpent? C'est une vipère, pas une vipère? Il y a eu la perception fait qu'on s'écarte du danger, et cette perception est, EST, une action. Le mental, il n'a pas besoin d'intervenir. Pour il y a le feu, si on va dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Oui, tu ne poses pas la question. On fait ce qu'il faut pour éteindre le feu. Et je crois que dans le mental, dans l'esprit, le danger, on ne le voit pas comme étant du danger, sinon on y mettrait fin. Le dysfonctionnement n'est pas perçu comme étant dangereux. La possession, la jalousie, tout ça, la morale, on se fait de la morale en disant c'est pas bien, mais si on le voyait comme étant vraiment nuisible, on l'aurait déjà fini. La morale nous permet de ne pas observer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une justification presque, ou une excuse, ou on peut prendre la psychologie comme une excuse. Mais c'est un trauma, voilà, c'est dur, hein, ça fait 40 ans que je suis en analyse. Puis, je pense aussi qu'on a ces siècles-là de morale. Ouais. Par exemple, la jalousie, bah, si tu aimes, c'est normal que tu sois jaloux. Oui, enfin, la possessivité. La possessivité, enfin voilà. Bah non, tu te poses, tu dis. Non, c'est une anomalie, quoi. C'est une anomalie. T'as pas à être jaloux, voilà, chacun est différent. L'autre n'est pas ta possession. Oui, mais tout ça. Parce qu'en fait, au cours des. C'est pas si facile que ça, quand même. Ben, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, mais je rebondis, c'est vrai qu'on a la culture au sens large, il n'y a pas que la morale, nous a tellement imposé de jugement, bon, pas bon, il faut vivre en couple, il faut être célibataire, enfin, nous a tellement imposé de points de vue que pour beaucoup, on les a acceptés sans tellement s'interroger. On a eu un lavage de cerveau, hein, quand même. Donc c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur nos propres jugements. Quand on dit, voilà, je suis en colère, il ne faudrait pas. Qui a dit qu'il ne faudrait pas? Nous, on le dit, mais attends, est-ce que ça vient de nous, ça, ou on a été conditionné, voilà. Nos valeurs ne sont pas les nôtres. Nous portons juste les valeurs qui nous viennent de l'extérieur et on les a pris pour nous. On est, comme dirait Krishnamurti, on est de seconde main, quoi. Mais... Excusez-moi, je fais un petit SMS à mon mari parce qu'il... Vas-y. Parce que j'ai pas fermé un volet. Et puis lui, il va partir. Franchement, là, des fois, il nous arrive de laisser la maison carrément ouverte. Et voilà. C'est normal. Ah oui, moi non plus, j'ai pas fermé les volets. Non, mais un volet... Voilà, c'est ça. Mais... Voilà où est-ce qu'on en est, pour ne pas s'égarer, garder le fil. Ouais, ben justement, il y a une façon d'observer. Est-ce qu'on peut la posséder? Je fais un arrêt sur ce qu'on vient de décrire là.
Est-ce qu'on peut la posséder? Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut en faire une pratique, enfin, oui, bien même. Oui, est-ce qu'on peut s'en servir? Oui. Une fois qu'on a entendu ça, oui. on voudrait bien l'utiliser. Et oui. Et oui. Et oui. Mais est-ce que ça se commande, ça? Chez moi, Déjà, c'est pas en permanence, il faut rappeler ce genre de truc. Mais je pense quand même que le fait d'en avoir conscience, de l'observation, ça amène à plus observer, quoi. À être, avant, il fallait un gros machin, un gros mal-être pour se dire oh, il y a un truc qui va pas. Et puis maintenant, c'est des fois la petite subtilité où voilà, l'esprit s'éclaircit lui-même. Voilà. Voilà. Et devient de plus en plus clair. Oui, c'est bizarre. Non, mais c'est ça, moi je peux. Ça, c'est pas un animal de compagnie. On ne peut pas le siffler, il ne vient pas à nos pieds. Ah oui. Oui. Non, c'est très important, ça. Il y a un aspect liberté dans tout ça. Il faut toujours avoir à l'esprit, il y a un aspect liberté, rien n'est... Rien n'est automatique. Non, l'automatique c'est automate, c'est une machine. Donc, cette chose, ce style d'observation existe peut-être, probablement, il ne faut pas accepter non plus, il faut aller voir si on peut le vivre. Mais il peut y avoir un malentendu, et il y a des malentendus, c'est pas il peut, il y en a. C'est que, je préfère me répéter, ce genre de choses ne peut pas être vécu 24 heures sur 24. Je radote là, mais je fais exprès. C'est peut-être même, rare, le mot est un peu fort, c'est pas courant. Donc déjà, si c'est pas si courant ça, nous on voudrait convoquer un animal sauvage par notre volonté. Cette chose peut arriver, ou pas déjà. Elle peut arriver plusieurs fois dans la journée, ou une fois dans une vie. On ne peut pas le savoir. Et une fois dans sa vie, c'est suffisant. Une seule fois dans la vie, découvrir cet immense silence. L'essentiel est fait. L'essentiel est fait. Il n'y a pas... De toute façon, et si on veut le vivre plusieurs fois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est déjà en train d'échafauder des théories pour demain, après-demain. On part dans un temps qui n'existe pas, là. Ce qui compte, c'est de le vivre maintenant, de le faire. Alors, je pense quand même que lors de dialogues ou des choses comme on fait, en explorant, en décortiquant, enfin en cheminant, on découvre ça, on voit que c'est possible et on le fait. On le fait, très souvent, là, ça arrive. Après, je pense qu'il faut laisser l'animal libre, il ne faut pas... On ne peut pas le domestiquer, ce genre de choses. Tu ne peux rien faire. Par contre, tu vois, tu ne peux pas inviter ça. Je réfléchis avant de dire, je tourne la langue là. J'allais lancer une phrase, mais je pèse mes mots. Je ne pense pas qu'on puisse inviter ça. Par contre, quand une chose devient... on a une chose lancinante qui commence à asservir l'esprit, ça on peut le finir, c'est plus simple. On peut prendre conscience qu'on met plein d'espoir sur ce truc, qu'on y pense tellement qu'on ne le vit pas, et le fait d'y penser, ça nous rend malheureux parce qu'on ne le vit pas, mais c'est le fait d'y penser qui nous rend malheureux. C'est pas le fait qu'on ne le vit pas, c'est le fait d'y penser.
Et ça, on peut arrêter ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On peut arrêter cette énergie inutile d'échafauder des plans pour demain ou après-demain. On peut le voir facilement. Enfin, Voilà, c'est pas... C'est déjà un niveau... Ben, voilà, c'est assez abordable, c'est facile. Parce qu'il me semble, alors là, personne n'a de certitude, j'allais dire une bêtise peut-être. Alors j'ai l'impression, je ne suis pas sûr, qu'un esprit qui est trop submergé de pensées, toujours excité, toujours déprimé, toujours en train de penser tout ça, il vivra très, très rarement ce genre d'observation. Parce qu'il ne laisse pas assez de place pour que ça puisse venir. Tu vois. Il faut de l'espace, il faut de la place, il faut de la tranquillité. S'il n'y a pas de place, rien ne peut se produire. Quoi. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même essayer de se calmer un peu. Déjà parce que pour vivre plus heureux, hein, déjà. C'est là que la relaxation peut jouer son rôle. Voilà, naturellement. Ou s'il faut aller se faire soigner, si on a des grands soucis psychologiques, ça c'est la base, hein, il faut du soin. C'est pas une condition sine qua non, parce que c'est trop fort, hein, ça veut dire que l'autre chose est conditionnée par ça. Mais je pense qu'avoir un esprit un peu pacifié, c'est quand même pas mal du tout. Quoi. Puis comme tu dis, pour que les choses émergent, il faut qu'il y ait de la place. Quoi. Voilà, faut être simple, hein, quelque part. Si on a l'esprit surchargé de milliers de pensées, de théories, de trucs, toujours en train de... Rien. Il ne peut se produire que la pensée du moi. Rien d'autre ne peut arriver, parce que le moi, il prend toute la place. Puis je veux dire, si on pense énormément, ça prend toute la place. Et oui. C'est ça, tu vois, il y a un côté, il faut être... On ne peut pas être disponible. D'abord, on le sent qu'on est plein. Oui. Qu'on est saturé. Oui, quand on est saturé, oui. Consciemment, on n'arrête pas. Donc, est-ce que, toi déjà, par rapport à ça, quand on sent qu'on est saturé, qu'on est rempli, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de dédramatiser, se moquer de tous ces paroles, ces pensées intérieures, de quelle blague, cette bonne vieille pensée, toujours là, oh là là. Ah oui. Et ne pas le prendre au sérieux et pas alimenter le circuit, tu vois, bon, moi je vais me prendre un café, oh là là, quelle blague, ce truc. Il y a une détente quand même, je pense ça. Et ça, on peut le faire. Oui. Ça, c'est pas devenir libre, toi, il ne faut pas délirer. Mais ça, on peut le faire, aller marcher ou prendre un magazine stupide, mais pour se détendre. Regarder un film. Voilà. Il y a quand même une détente qui est bien aussi pour la santé, hein, d'ailleurs, un peu pour l'aspect psychologique. Hein, mais d'abord, je crois que c'est dans la détente, quand on est détendu, qu'on n'est pas obsédé par plein de choses, que tout d'un coup, ah bah dis donc, on a ce rosier, qu'est-ce qu'il est beau aujourd'hui, que tout d'un coup on se porte vers l'extérieur, tu vois. Ça permet de voir autre chose. Voilà. Et c'est très vivifiant, parce que quand tout d'un coup on commence à regarder l'extérieur, et se regarder l'extérieur fait que le discours intérieur il devient dérisoire. Ça peut s'arrêter très vite, la machine. Oui. On voit ou un ami, bah tiens, je t'ai pas vu, voilà, ça fait longtemps. Ah oui, ça s'arrête très vite. Ça se dégonfle. Donc c'est pas, ça paraît puissant, les processions des pensées, ça paraît puissant, mais pas du tout. Non. Ça